Salut Christian, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je me réjouis de t'accueillir. Salut Bertrand, merci de m'accueillir. Et j'ai voulu te contacter parce que je sais que tu fais des choses très passionnantes concernant notamment la méthylation. Donc, c'est un terme qui est un peu barbare, je pense, pour certains, méthylation, mais à mon avis, très, très intéressant et important pour pouvoir performer, pour pouvoir durer dans le temps dans la prévention, pour pouvoir guérir aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ce que j'étudie ou ce que je pratique au niveau de la neurologie fonctionnelle. Donc, tout ce qui est génétique, épigénétisme, neurosciences, c'est la nouvelle mode, entre guillemets, quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on découvre actuellement. Donc, avant de débuter le sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, et puis après, on attaque, quoi. Ça marche, ça marche. Alors, pour faire simple, moi je suis Christian Péten, j'habite en Valais, j'ai 36 ans, marié, deux enfants. Mon passé, il est assez riche et varié au niveau professionnel. J'ai fait deux CFC, tu vois, forestier bûcheron et puis monteur électricien. Et puis, j'ai travaillé assez longtemps dans l'armée. J'ai fait mon école recrue de grenadier à Izone. J'ai payé des galons de sergent là-bas. Et ensuite, j'ai travaillé comme militaire contractuel, comme sergent contractuel. On avait travaillé ensemble du reste 2 ans. C'était la belle époque, une époque mémorable. Euh, Ensuite, je suis retourné dans le civil parce que je pense que le métier de sergent contractuel, on fait vite le tour. Et puis à cette époque, moi, je ne me voyais pas en fait grader plus. Je ne me voyais pas partir dans les bureaux, faire adjudant. Pas à cette époque-là, en tout cas. Donc, je suis revenu dans le civil. J'ai retravaillé un peu comme bûcheron. J'ai travaillé dans une usine chimique. Il y a une grosse usine chimique dans ma région. Donc, j'ai fait du travail en équipe. Tu sais, les horaires 3-8 où tu travailles des fois la nuit, la journée, le matin, etc. C'était une expérience comme une autre, hein. Je pense que toutes les expériences sont bonnes. Et puis, c'est un peu, je pense que c'est cette expérience-là qui m'a fait m'intéresser plus à l'alimentation et puis à la santé en général. Ça m'a ouvert les yeux un peu sur l'industrialisation de la nourriture. Et puis j'ai commencé à me poser certaines questions. J'avais un peu de temps à consacrer à ça. Et puis en fait, la physiologie, donc le fonctionnement du corps humain, ça a commencé à me passionner. Et puis je dirais comme un amateur au début, j'ai commencé à fouiller un peu ces sujets. Ensuite, je suis arrivé à l'aube de mes 30 ans, donc vers 29 ans. C'était soit en fait je faisais une carrière dans cette industrie, soit j'essayais de réaliser un de mes vieux rêves. Il y avait cette unité spéciale, le DRA-10 en Suisse, dans l'armée. Et puis je me suis dit, bon, si je veux essayer d'y aller, il ne faut pas que j'attende encore 5 ou 10 ans. C'est mieux d'y aller le plus jeune possible. J'avais presque 30 ans. Donc j'ai fait la sélection, j'ai été pris et puis j'ai fait 5 ans donc dans cette unité de force spéciale de l'armée suisse. C'était une expérience très riche, bien sûr. Et puis l'année passée, je suis sorti de cette unité. Euh, et actuellement, mon travail principal, c'est nutritionniste. Pendant que j'étais au DRA10, j'ai fait une formation dans la nutrition. C'était une des seules formations que je pouvais faire à distance et qui m'intéressait au niveau de la physiologie, etc. Ça m'a passionné assez rapidement. Donc actuellement, je suis nutritionniste indépendant. J'ai mon cabinet de nutrition, mon site internet nutrivore.ch et je base la plupart de mes recommandations sur cette alimentation qu'on appelle nutrivore. Alors c'est un mot qui est né aux États-Unis, mais finalement c'est un mot qu'on met sur l'alimentation ancestrale, ancestrale au sens large. Euh, donc on va pas éliminer des époques, on va pas éliminer des régions du monde, on va essayer de chercher en fait les points communs des alimentations de nos ancêtres à travers le monde, qui leur ont permis en fait de traverser les âges qui étaient beaucoup plus difficiles qu'actuellement. En tout cas, au niveau, on va dire que les blessures et les problèmes de santé pardonnaient moins à ces époques. Et l'alimentation, elle avait un rôle fondamental à jouer au niveau de la santé en général. Donc voilà un peu pour le topo de ma présentation. J'ai vu que enfin, tu m'as dit que tu étudiais aussi actuellement tout ce qui est flow. Est-ce que tu as encore deux mots à dire à ce sujet? Oui, juste. Alors effectivement, à côté de mon travail de nutritionniste, je suis en train de faire une formation dans le coaching personnel
mais ciblé sur ce qui s'appelle le flow state, l'état de flow, qui est un état neurologique de fonctionnement optimal dans l'action, dans le moment présent. Alors, pas forcément l'action, parce que ça peut être de la créativité aussi. C'est aussi un état neurologique où on se sent le mieux. Donc, voilà, pour résumer le flow, c'est ça. Je suis en train de terminer ma formation maintenant et puis je vais proposer des prestations en fait, dans ce domaine dès la fin de cette année. J'ai encore mon travail de fin de formation à rendre. Et puis, je me réjouis de proposer ça parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et puis qui rejoint, en fait, qui se met juste à côté de ce que toi tu fais au niveau neuro. La neuro, c'est très, très vaste. Et le flow state, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent. C'est vraiment à la mode dans le monde anglo-saxon. Bizarrement, c'est encore pas arrivé chez nous. Alors, je me réjouis de pouvoir introduire ça par ici. Concrètement, oui, excuse. On en parlera davantage du coup dans 2-3 mois, je pense, le temps que tu auras fini la formation. En tout cas, ça reste un sujet passionnant, le flow. Beaucoup de liens à faire avec la spiritualité, du coup. Aussi, ouais, c'est vraiment très large. Hein. Ouais. Productivité, performance, etc. Ouais. OK. Donc, du coup, au niveau nutrivore, moi, avant de parler de méthylation, une petite question, c'est est-ce que tu penses qu'on peut encore faire confiance aux aliments naturels ou est-ce que on parle d'aliments naturels, on parle des fruits, des légumes, des produits non transformés, est-ce qu'ils sont encore riches en nutriments? J'entends souvent le fait que les aliments perdent leur qualité et du coup, on est obligé de se complémenter pour pouvoir avoir un équilibre. Est-ce que ça, tu penses que c'est vrai ou voilà Alors, il y a une part de vrai dans le sens où les sols ont été appauvris. Donc, même qu'un aliment est non transformé, qu'il est frais, s'il est issu de la grande production sur des sols qui sont très appauvris à cause de l'agriculture intensive, on sait qu'il y aura moins de nutriments. Il y a eu des analyses qui ont été faites. La teneur en nutriments, donc en vitamines, en minéraux, elle a tendance à diminuer. Maintenant, les fruits et les légumes de ton jardin, les fruits et les légumes sauvages, ou ceux qui sont encore produits avec des normes de qualité supérieures, je pense qu'on peut encore leur faire confiance. Et heureusement, parce que sinon on n'a plus rien à manger de naturel et de concret. Et du coup, ça veut dire que tu privilégies, toi, le local, de saison, non transformé et bio. Alors bon, bio, c'est un label, mais effectivement, ça garantit certaines choses. Après, je préfère connaître les producteurs. Et pour moi, si un producteur il a des bonnes pratiques, ça me convient largement. Mais effectivement, je privilégie ce qui est local. Pourquoi? Parce que les chaînes de transport à rallonge, eh bien, ça nécessite de cueillir les fruits, par exemple, lorsqu'ils ne sont pas mûrs. Ça nécessite de les enduire de certaines substances pour garantir la conservation pendant le transport. Il n'y a que des désavantages au fait de consommer des produits qui ne sont pas locaux. Frais et de saison, bah, ça part du principe que ce qui est frais et de saison, c'est encore riche en nutriments au maximum, parce que quelque chose qui a été cueilli plusieurs mois avant, ou qui est mis en conserve, ou même qui est congelé, ça va perdre certains nutriments au fil du temps. Donc, si on considère qu'on part déjà avec des aliments naturels qui sont un peu moins chargés en nutriments que ceux qui étaient les aliments de nos ancêtres, autant essayer de préserver au maximum ce qu'on a. Et puis, à côté de ça, pour les gens qui ont un rythme très élevé, qui ne peuvent pas forcément tout le temps manger parfaitement, il y a peut-être un certain sens ou une certaine raison logique à vouloir se supplémenter ou se compléter. Après, il faut le faire de manière intelligente et ciblée. Il y a de tout hein, au niveau des compléments, du très bon, du très mauvais. Donc, il ne faut pas simplement se jeter sur le premier multivitamine du commerce. C'est bien quand même de faire quelques recherches ou de demander un peu conseil là-dessus. Je pose les questions parce que ça m'intéresse du coup. On dit, ou ma chérie, ma compagne qui actuellement étudie la DME, donc tout ce qui est nutrition du nouveau-né, elle me dit souvent que le petit, il est à l'écoute de ses besoins. Donc, s'il a un souci au niveau digestif, il va être attiré par un certain aliment. Donc, en fait, les enfants sont assez à l'écoute de leur corps, ils vont se nourrir en fonction de leurs besoins. Oui. Ça, on le dit au niveau de la société, on a des rythmes où on doit manger
comme des ouvriers à la pause de midi, le soir avant d'aller au lit. En fait, on a été déconditionné, on a perdu cette intuition de se nourrir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce qu'il y a un moyen pour être plus à l'écoute de ce qu'on a besoin en fait? Je te donne un exemple. Moi, j'essaye d'être à l'écoute de ce que j'ai besoin, mais si je veux vraiment être à l'écoute, j'ai envie de boire du café, de manger du chocolat. Est-ce que ça indique en fait que je suis en carence ou en fatigue? Euh, enfin, qu'est-ce que tu proposes pour plus être à l'écoute si tu es de cet avis-là en fait? C'est un thème assez vaste, hein. Et, Mais globalement, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut écouter son instinct. Moi, dans ma pratique en nutrition, dans le coaching que je fais, j'évite autant que possible de donner des prescriptions à base de grammes, de calories. Je dis toujours aux gens, laissez la calculatrice dans son bureau. Euh, il faut savoir s'écouter. Mais effectivement, si tu es carencé, si ton alimentation elle est mal équilibrée, qu'elle ne contient pas ce que le corps attend ou ce qu'il a besoin, il va y avoir des dérèglements. Forcément, par exemple, ta faim, elle va persister plus longtemps qu'elle ne le devrait. Typiquement, beaucoup de gens mangent insuffisamment protéinés. Et les protéines, c'est un des principaux, c'est la principale macromolécule pour donner la satiété. Donc, si tu ne manges pas assez de protéines, à déjeuner typiquement, un pain blanc confiture, comme font beaucoup de gens, tu auras faim à 9-10 heures. Si tu manges protéiné, probablement que tu n'auras pas faim avant midi, même plus tard. Donc là, il y a un aspect très important. Donc l'intuition, oui, mais elle doit être appuyée sur des bases solides. Ça veut dire que si tu pars avec déjà des bases solides, ça va jouer. Par contre, si tu suis une alimentation un peu standard, occidentale, donc pas terrible, il faut déjà essayer de réformer cette alimentation avant de pouvoir partir dans l'intuition pure. Ensuite, tu parlais de chocolat et ce genre de choses. Bon, là, ça vient directement agir sur des mécanismes neuro que tu connais bien, production de dopamine ou d'autres types de neurotransmetteurs, d'excitants. Donc là, il y a aussi, comment dire, ça peut être traître dans le sens où naturellement, on n'avait pas accès autant facilement au sucre, au chocolat et à ce genre de choses. Donc notre cerveau primaire, il n'est pas adapté au monde moderne. Et il ne sera encore pas adapté au monde moderne pendant probablement des centaines de milliers d'années d'évolution. Donc, si on a conscience de ça, et heureusement qu'on a une conscience d'un côté, elle nous joue des tours dans un sens, mais elle nous permet aussi de faire la part des choses, puis de s'adapter au monde moderne, de voir un peu les... Le monde moderne amène plein de bonnes choses, mais il amène aussi des pièges pour notre cerveau préhistorique, on dira. Et il faut les reconnaître. Et puis, dans le cas du chocolat, eh ben, limiter la prise, par exemple. Je ne suis pas contre la consommation de chocolat noir typiquement. Euh, Peut-être pas chez des jeunes enfants de 6 mois, une année, ça c'est une très mauvaise idée. Chez la femme enceinte, c'est pas non plus très recommandé. Mais pour nous, par exemple, il n'y a pas de problème. Après, c'est des questions de dosage. Celui qui n'est pas capable de s'arrêter de manger du chocolat, quand il a commencé la plaque, il y a peut-être du travail à faire au niveau psychologique. Voilà. C'est intéressant ce que tu cites, c'est ce que j'aime beaucoup citer, c'est cette intelligence que l'être humain a dans le fait où il a ce lobe, ce néocortex qui est qui peut être en notre faveur ou contre notre faveur, mais je cite Bertrand Piccard, que je suis, que j'adore. Il dit, si tu as besoin de boire un café le matin, bah, va plutôt au lit le soir. Donc, en fait, il dit bah, OK, tu as besoin de plusieurs cafés la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, l'intelligence dit, bah, je vais aller chercher les causes, bah, je vais aller au lit plus tôt. Ou comme tu dis, si j'ai besoin de beaucoup de chocolat, bah, je vais prendre le chocolat, mais je vais me poser une question si j'ai des besoins, si j'ai des soucis psy, si je suis en manque d'affection, etc. Et je pense que l'être humain il a cette capacité d'avoir cette intelligence qui peut être développée au niveau de la neuroplasticité notamment. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, si je résume, le sucre, il n'est pas tant mauvais que ça. On sait aussi que le cerveau en a besoin pour fonctionner, les neurotransmetteurs et tout. Mais c'est de se dire aussi que de trop grandes doses est juste
c'est juste contre-productif en fait. Donc, c'est là où il faut avoir l'intelligence de connaître peut-être la physionomie, la physiologie, et puis de se dire là, le pic d'insuline, il va être très fort, etc. Donc, enfin, ouais. Il faut se demander aussi, au niveau ancestral, pourquoi, ou au niveau vraiment ancien, préhistorique, pourquoi le cerveau humain, il aime le sucre, pourquoi il considère ça comme quelque chose de motivant et que du coup, il engendre une production de dopamine. Production de dopamine qui va te pousser en fait à rechercher encore et encore du sucre. Il faut penser si tu remontes il y a très longtemps, on va prendre la préhistoire par exemple, il y avait deux grosses différences avec maintenant. Déjà, le sucre était beaucoup plus difficile d'accès. Il était contenu dans des fruits ou dans du miel. Il fallait les cueillir, ils n'étaient pas là toute saison, ça demandait du travail. Il y avait de la concurrence avec les animaux sauvages. Et la vie était beaucoup plus dure physiquement, en tout cas pour une grande partie de la population qui est très sédentaire aujourd'hui. Ça veut dire que cette énergie rapide, pour un homme préhistorique, c'était quelque chose qui était bénéfique à ses chances de survie, en fait. Il avait besoin de cette énergie dans ses tâches quotidiennes qui étaient très physiques pour pouvoir chasser, pour pouvoir survivre. À l'heure actuelle, on a beaucoup plus de sucre que l'homme préhistorique, ou en tout cas accès beaucoup plus facilement au sucre, mais on en a beaucoup moins l'utilité. Or, notre cerveau et ses mécanismes profonds sont toujours les mêmes que ceux qui ont été créés durant ces dizaines de milliers d'années d'évolution ou centaines de milliers d'années d'évolution. Et c'est là que le néocortex, donc notre conscience, doit intervenir et dire hey, il y a un problème. Si je me base simplement sur mes instincts, comme la situation a changé, ça va me jouer des tours au niveau de ma santé. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut déjà prendre conscience de ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, il faut pouvoir l'appliquer, ça demande de la discipline. Voilà. Du coup, si on part dans le concret, est-ce que tu es d'avis que c'est très pertinent de comprendre comment fonctionne notre corps et comment fonctionnent les anomalies, les déséquilibres, de le comprendre concrètement, mécaniquement, ça peut peut-être aider. Alors, je donne un exemple, quand j'ai étudié l'anatomie, pathologie, là, ou médecine académique, on avait vu concrètement qu'est-ce que amène trop de sucre dans le corps, et on voit que c'est une guerre mondiale dans le corps, le travail qu'il y a à faire. Et en fait, ça peut vraiment dissuader. Ou je prends l'exemple de la cigarette, peut-être de voir l'effet que ça a sur les alvéoles pulmonaires, sur l'effort physique, sur le système cardiovasculaire. En connaissant ça, peut-être ça peut dissuader. Au lieu de mettre simplement une image d'un obèse ou d'un gars avec des tubes. Ouais. Est-ce que concrètement, ça c'est un outil qui te parle aussi de comprendre comment on fonctionne concrètement? Alors c'est clair, hein. Le thérapeute, il doit comprendre, ça c'est 100% sûr. Et puis pour moi, le patient ou le client, il doit aussi comprendre. Après, on a toujours le problème du temps à disposition. Il n'y a pas tout le monde qui a le temps de faire les recherches sur chaque sujet, le sucre, la clope, etc. Mais c'est le rôle du thérapeute, je pense, d'expliquer aux gens, et c'est ce que je fais avec quelqu'un qui a un problème spécifique. Je ne vais pas simplement lui dire, écoute, fais ça. Je vais lui dire, écoute, je te conseille de faire ça pour ces raisons-là, en expliquant de manière assez simple, ou aussi simple que possible, comment ça fonctionne un peu sous le capot. Parce qu'à mon avis, ça rajoute une motivation de le faire. Et puis la personne, lorsqu'elle est proche de craquer, elle va se dire, ah, attends, ouais, il m'a expliqué ça. Ça rajoute des conséquences, en fait. Et le fait de rajouter des conséquences conscientes, parce que les conséquences, elles sont de toute façon là, mais quand on est conscient un peu des conséquences que ça a, ou des bénéfices dans l'autre sens de ne pas le faire, par exemple, on n'est plus motivé. La motivation, en fait, c'est extrêmement important. Tout le monde sera d'accord. Après, on en parle aussi quand on parle de nourriture, de repas de famille avec sa compagne. On mange différemment d'eux. Ça requiert aussi un caractère fort, un caractère qui dit non, je ne me resserre pas du dessert, alors que la maman aime faire un grand dessert. Euh, on a été éduqué à finir nos assiettes, à ne pas laisser dans la casserole. Enfin, moi, j'ai été éduqué, que je pense toi aussi. Et du coup, ça requiert une certaine, on va dire, discipline et confiance en soi. Et puis aussi de pouvoir
argumenter correctement le fait qu'on ne va pas se resservir. Et ça, je ne sais pas si ça te parle aussi, mais comment tu peux aider ces personnes à, du coup, à avoir plus de caractère et puis de faire autrement que ce que les parents ont montré ou faire autrement que la chérie fait, parce qu'on ne va pas non plus obliger la chérie à faire notre diète. Alors, ce serait bien si on peut l'encourager, ça va aider, mais c'est clair que mon petit, il ne va pas devoir manger la même chose que moi, ma chérie non plus, c'est une femme, je suis un homme, je fais plus de sport qu'elle, etc. Donc, quel est le conseil que tu donnes pour avoir plus de bouteilles, quoi, et faire face à ces questions, ces critiques, c'est ah, mais tu vas dans l'extrême, mais c'est quoi ces histoires de Néandertal, voilà. Ouais, là, je pense qu'on peut aborder le problème sous différents aspects. Le premier, c'est celui que tu as déjà cité, c'est déjà de comprendre les mécanismes pour au moins pouvoir expliquer, écoute, je fais ça pour telle ou telle raison. Euh, Souvent, ça convient déjà aux gens. Ils ont entendu une raison, elle est peut-être juste, elle est peut-être fausse, mais au moins, tu as un argument à donner. Ensuite, de savoir aussi que aujourd'hui, on vit un peu une sorte de parenthèse au niveau alimentaire et qu'en appliquant certaines règles, comme je les préconise, tu fais en fait ce qu'ont fait nos ancêtres pendant des milliers d'années. En fait, tu n'es pas tout seul, tu vois. Tu t'appuies sur quelque chose qui a été fait depuis longtemps, avec succès, parce que ceux qui ont réussi ben, sont arrivés jusqu'à nous, où ils ont pu faire des enfants qui ont grandi, et puis les enfants de ces enfants, c'est nous. Et puis la troisième chose à prendre en considération, c'est qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas être, c'est mon avis, hein, mais il ne faut pas être ultra rigide. Je suis assez pour le principe de Pareto, un peu inversé, on va dire, mais je pense que si 80% du temps, tu fais les choses bien, au niveau alimentaire, tu peux te permettre 20% du temps, 10% si tu es extrêmement discipliné, de faire des excès, de manger une pizza, d'aller manger un dessert en plus. Ou, voilà. Je pense vraiment que si la base est solide, il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est lorsque la base n'est pas solide. Et puis c'est un peu malheureusement ce qui est vrai. Aujourd'hui, les gens partent dans des régimes extrêmes qui ne sont pas forcément bons non plus pour essayer de résoudre leurs problèmes, alors que bien souvent, ces problèmes, ils naissent de choses beaucoup plus simples dans leur alimentation. Il y a des grandes carences, il y a des grands déséquilibres. Et puis, il y a aussi une part de responsabilité qui est très élevée, à mon avis, de l'industrie là derrière. Il faut suivre l'argent, hein, bien sûr. Et l'industrie, elle a aussi l'intérêt, malheureusement, à faire perdurer certaines erreurs au niveau nutritionnel, euh, notamment sur les huiles végétales, sur les céréales, voilà, sur plein de choses, parce que c'est son fonds de commerce principal. Je veux dire, si tu remontes à il y a 50, 60 ans, les matières grasses que les gens consommaient, c'était du beurre, du saindoux, du suif, du beurre clarifié, ce genre de choses en Europe. Alors, on va rester en Europe. Si tu vas plus au sud, c'était de la graisse de coco. En gros, c'était des graisses animales ou des graisses saturées. On nous a dit que c'était mauvais dans les années 50. Si tu recherches un petit peu, ça vient beaucoup de l'industrie. L'industrie, elle, avait des huiles végétales qui étaient utilisées pour différentes raisons, qui n'étaient pas alimentaires, hein, des raisons mécaniques, des lampes à huile, etc. Elle avait obtenu le moyen de les rendre euh, potables au niveau gustatif par différents procédés chimiques. Et du coup, elle avait l'intérêt de les vendre. Donc, on a répandu l'idée que ces graisses qu'on consommait à l'époque étaient responsables de tous les maux. Et on a commencé à manger ces huiles végétales. Et depuis ces années-là, la consommation d'huile végétale, elle a explosé. Je veux dire, la consommation de graisse animale, de beurre, etc., c'est complètement craché. Et on consomme, j'ai plus les chiffres exacts, mais peut-être 5, 6, 8 fois plus d'huile végétale qu'à l'époque. C'était censé résoudre les problèmes cardiovasculaires, l'obésité, etc. Or, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. On a beaucoup plus de problèmes de ce type-là. Et là, on commence gentiment à voir les raisons qu'il y a derrière. Le problème, c'est que ça coûte cher, la recherche. Et ceux qui ont les moyens de financer la recherche, c'est l'industrie, bien souvent, ou en tout cas en grande partie. Donc, ils ne vont pas financer des recherches qui vont contre leurs produits phares.
Donc, du coup, c'est vraiment la recherche fondamentale qui peut le faire, financée par l'État, donc nos impôts, etc., qui est beaucoup plus petite en termes de budget. Et cette recherche, en fait, elle est en train de montrer que ces huiles végétales, elles sont oxydées, qu'elles créent des radicaux libres, une fragilité membranaire, une fragilité cellulaire, et potentiellement, en tout cas, c'est un peu ce que montrent les dernières recherches, la problématique vient de là. Et ça explique aussi pourquoi, depuis ces années-là, les problématiques qu'on était censés traiter en changeant, elles ont en fait augmenté. Voilà, j'étais un peu long sur le sujet. Mais du coup, c'est vraiment un conseil pratique que tu nous donnes, c'est donc de réduire les huiles végétales. Est-ce que tu peux nous dire où c'est que tu les trouves, ces huiles végétales? Alors, je fais un peu le bobet qui ne sait rien, mais Alors, déjà, l'huile d'olive n'est pas une huile végétale. Mhm. Par rapport aux gens, c'est une huile d'oléagineux, c'est une huile qui était consommée traditionnellement. Elle a une structure beaucoup plus solide. Du reste, au réfrigérateur, elle va se cristalliser. Donc, l'huile d'olive, pas de problème, extra vierge si possible. Les huiles végétales, maintenant, les plus répandues en Europe occidentale, c'est l'huile de tournesol, l'huile de colza. Il y a un peu d'huile de maïs, d'huile de riz, d'huile de soja. C'est un peu moins répandu. Alors, maintenant, on va me dire, oui, mais une huile de colza pressée à froid, extra vierge, etc., etc. Oui, mais en petite quantité, en refermant la bouteille, en la conservant au frais, ok. Mais pas pour cuire des aliments dans une poêle. C'est beaucoup trop fragile. Voilà. Voilà un peu pour les huiles végétales. Et en fait, ils en mettent partout. Dans tous les plats industriels, tu verras qu'il y a de l'huile de tournesol. Tu achètes une pâte à pizza, tu achètes des biscuits, tu achètes... En fait, les industriels ont été très malins en Occident. Ils ont mis le focus sur l'huile de palme. Tout le monde connaît l'huile de palme, tout le monde l'évite. Mais moi, je vais te dire, l'huile de palme, niveau santé, elle me fait moins peur que l'huile de tournesol. Elle est beaucoup moins fragile, beaucoup moins oxydée. Elle contient beaucoup moins de radicaux libres que l'huile de palme, que l'huile de tournesol ou qu'une huile de colza industrielle. Donc là, ils ont été très forts, tu vois. Est-ce que tu penses qu'au niveau écologique aussi, ça se compare, l'huile de palme et l'huile de tournesol colza? Est-ce que quand même l'huile de palme crée plus de dégâts au niveau écologique ou pas forcément? Écoute, franchement, c'est pas mon sujet de prédilection. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je sais qu'il y a des problématiques liées à l'huile de palme au niveau écologique. Et effectivement, c'est une problématique dont il faut peut-être tenir compte. Mais maintenant, moi, je parle vraiment au niveau nutrition, alimentaire. Euh, Mon optique, c'est de retourner vers du beurre clarifié pour ce que tu dois chauffer à haute température ou du suif de bœuf. Mais là aussi, issu d'animaux qui ont pu pâturer, qui ont pu avoir accès à leurs aliments naturels. Si ces bêtes ont été nourries avec du tournesol ou du maïs, tu as le même problème. Dans les tissus gras des bêtes, tu auras beaucoup d'oméga 6 qui sont très fragiles, etc., etc. Donc c'est un problème global. Du coup, concrètement, je regarde les personnes normaux, les ouvriers, enfin, les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui mangent à l'extérieur, auront tendance à acheter ces salades préconçues, ce taboulé. On regarde l'étiquette, il y a toujours de l'huile végétale. Donc là, l'huile végétale, oui, pardon. Donc là, tu préconises, toi, à midi, par exemple, de partir de ces aliments plastifiés, donc transformés, d'aller plutôt manger des choses qui ne sont le moins transformées possible, c'est-à-dire des fruits, des légumes, du pain, des graines. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais, ça, de quitter ces emballages plastiques? C'est compliqué parce que moi, j'ai été ouvrier, je suis encore en partie. On n'a pas toujours le temps de faire comme on veut. Par contre, ce que je dirais aux gens, c'est essayez de trouver déjà les salades où il n'y a pas la sauce qui est fournie, et puis trouvez-vous une huile d'olive avec un vinaigre balsamique que vous avez dans votre sac, et puis vous faites votre sauce comme ça, tout simplement. L'huile d'olive, il n'y a aucun problème. Du moment où elle est de qualité, extra vierge, c'est bien. Par contre, les sauces toutes faites, si vous en trouvez une qui est faite avec du colza whole, H-O-2-L, ou de l'huile d'olive, ok, allez-y. Mais la plupart des huiles industrielles, des sauces à salade industrielles sont faites avec ces huiles problématiques qui sont oxydées.
Donc, du coup, ouais, c'est intéressant. On va refaire un YouTube, je pense, pour parler plus de la méthylation. Mais, et du coup, alors, on a bien compris, l'huile végétale transformée à éviter pour créer des dégâts au niveau de la santé. Quand on parle de la santé, on parle aussi de la performance. Donc, j'imagine que les sportifs, que ce soit des gens qui veulent aller à l'armée, des principaux clients qu'on a aussi, hein, armée, police, mais aussi les sportifs, crossfitters, lutteurs, enfin, ils vont aussi être péjorés physiquement en consommant ce genre d'aliments, je suppose. Donc, ce n'est pas juste au niveau Alors, vasculaire, ouais. diabète, etc. Ah, mais clairement. Et puis, tu prends un sportif qui a besoin d'avoir un système cardiovasculaire qui fonctionne bien, donc il a besoin d'avoir une bonne vasodilatation. On sait, et là, il y a des études vraiment précises, si tu as mangé des fritures le repas avant ou la veille de ta compétition, ta capacité de vasodilatation, elle sera diminuée. Tout simplement. Donc, si tu es un coureur, un ultra-trailer, un footballeur, tu manges des frites le soir avant ton match, au niveau vasodilatation, tu fonctionneras moins bien. Et en plus, tu auras des dégâts au niveau des parois des vaisseaux sanguins qui seront potentiellement plus élevés. Donc, effectivement, au niveau performance, il y a une conséquence directe, mais il y a aussi une conséquence sur le long terme, où tu as en fait, ce qui se passe, c'est des mini-réactions explosives. L'oxydation, c'est ça. Quand tu as beaucoup de graisse oxydée en circulation dans le sang, ça crée des mini-explosions dans les vaisseaux sanguins, principalement aux endroits où il y a beaucoup de friction, voilà, aux embranchements artériels, etc. Et ce qui se passe dans les cas extrêmes, et ça, ils le voient en autopsie, c'est que tes parois de vaisseaux sanguins, elles sont comme frites, comme si sont passées à la friteuse. Donc elles deviennent craquelées, craquelantes. Elles finissent par, par ne plus fonctionner du tout. Voilà, un peu le topo. Donc, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Est-ce que tu… Alors, on a bien compris l'huile végétale à essayer de bannir au maximum. Donc, et est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on devrait absolument bannir ou éviter avec l'huile végétale transformée? Vraiment éviter des autres choses, bon, tout ce qui est industriel globalement. Ouais, Mais donc, après, moi, j'aime bien donner des idées aux gens de qu'est-ce qu'ils doivent manger. Parce qu'on a tendance dans notre monde à bannir ci, bannir ça, éliminer ça, éliminer ça. qu'est-ce qu'il faut qu'on mange? Voilà. Mes recommandations, j'essaie vraiment de donner des solutions aux gens. Donc, on a parlé du frais, local, de saison, etc. Manger varié, c'est très bien. Manger suffisamment de protéines, c'est très important. Protéines végétales, Varier, du coup. protéines de qualité. Malheureusement, les protéines végétales ne sont pas de qualité pour différentes raisons. Même si vous les croisez pour les acides, pour les spectres d'acides aminés, ça ne fait pas le boulot à cause des antinutriments qui sont contenus, les inhibiteurs de trypsine, par exemple, contenus dans les végétaux, qui vont partiellement bloquer l'absorption de ces protéines pour d'autres raisons. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Pour faire simple, rajoutez des abats dans votre alimentation, déjà. Les abats, on les a oubliés. C'est les aliments les plus riches sur le plan nutritif. C'est ceux qui contiennent le plus de nutriments utilisables immédiatement par le corps. Il y a beaucoup de nutriments dans les plantes, mais très souvent, c'est des nutriments qui doivent encore être transformés pour être rendus bioactifs. Ces transformations, elles sont complexes, elles ne se font pas très bien. Il y a des gens qui génétiquement le font très mal même. Quand vous consommez des abats, foie, cœur, oignon, samuel, riz de veau, etc., vous amenez énormément de nutriments. C'est des bombes de nutriments. Donc ça, c'est des aliments à essayer de réintroduire. Ensuite, il y a une catégorie d'aliments ou un aliment qui a été complètement sorti de notre alimentation, c'est le bouillon d'os, qui était en fait le fond de sauce de base de nos ancêtres. Ils mijotaient des os pendant 24-48 heures, ils en faisaient une gélatine, un fond de sauce, ils rajoutaient ça dans leur sauce à viande, dans leur risotto, dans quasiment tout ce qu'ils cuisinaient. Ça amène du collagène en grande quantité, ça amène des glucosaminoglycanes, ça amène de la glycine, qui est un acide aminé. C'est l'acide aminé le plus répandu dans le corps humain, parce qu'en fait, c'est un tiers de notre collagène, la glycine. La glycine, elle a énormément de fonctions, et une des fonctions, c'est une fonction dans la méthylation, justement. Et on a tendance aujourd'hui à manquer de glycine dans notre alimentation. Le meilleur moyen d'en rajouter naturellement, c'est le bouillon d'os. Après, on peut prendre des compléments alimentaires de collagène ou de glycine pure.
Après, je préconise quand même toujours les voies naturelles si possible. Donc le bouillon d'os, c'est un excellent aliment pour tout le monde, hein. Santé intestinale, inflammation, santé articulaire chez les sportifs, c'est extrêmement important. Un sportif de haut niveau, pour durer dans sa carrière, le bouillon d'os, ça doit faire partie de son alimentation. Ok. Donc, ouais, abats, bouillon d'os. Ouais. Après, globalement, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude, j'ai envie de dire. Si tu as une alimentation équilibrée avec un tiers d'aliments protéinés, viande, poisson, œufs, fromage, etc., environ un tiers de féculents, environ un tiers de végétaux, tu tapes déjà assez juste. Après, on peut peaufiner suivant les objectifs, suivant ton degré d'activité physique. C'est clair que le mec qui faisait du strongman comme tu faisais, un tiers d'aliments protéinés, ce ne sera pas suffisant. Optimalement, pour vraiment avoir un développement musculaire optimal, force optimale, il faudra viser plus haut. Maintenant, une dame âgée, sédentaire, elle n'aura pas besoin d'autant de protéines. Ça ne veut pas dire qu'elle doit tomber dans des extrêmes à manger plus que 5 ou 10% de protéines dans sa diète. Du coup, il nous reste 1 minute. Je sais que je suis un peu à l'heure, mais j'aime bien garder ce format 30 minutes pour que le public puisse le suivre intégralement et pas qu'il y a trop d'un coup. Je te propose dans tous les cas qu'on se revoie pour parler de cette méthylation qui, j'imagine, les bouillons d'os et puis les abats aussi. Ouais, super intéressant. En tout cas, je te remercie, Christian. Est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose que tu as encore envie de dire avant qu'on arrête? Il reste quelques secondes. Déjà, je vais te remercier. Merci à toi de m'avoir accueilli. Puis je me réjouis qu'on puisse parler de cette méthylation. C'est très important comme sujet pour tout le monde, hein, également pour les sportifs. Il y a cet axe guerrier, soucieux qui est très intéressant. Voilà, je crois que ça va couper. Donc, Je te remercie, Christian. Je pense que c'était bien bénéfique. Et puis, on se retrouve tout prochainement. salut à tous. Ciao, ciao. Et ciao.